Cette conférence internationale sur les soins primaires de santé et la participation citoyenne. Cet après-midi, une table ronde dont la séance sera présidée par Anna Fitessa, que j'invite à prendre le micro, et celui-ci vous présentera nos chers panélistes. Merci beaucoup. Merci Florent. C'est très gentil Florent, merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Il me fait plaisir de participer à cette activité et d'avoir ce rôle de modérateur. Président, c'est un bien grand mot, Florent. Donc, comme vous le savez, nous avons intitulé ce panel les soins de santé primaires dans les pays en voie de développement et dans les pays émergents, les contributions souhaitées. Je vous avouerai que cet enjeu, cette question, tient particulièrement à cœur notre organisation, la Colufras, parce que c'est réellement un enjeu qui se situe au carrefour de plusieurs préoccupations auxquelles nous sommes particulièrement sensibles, autant au niveau de l'organisation de la gestion du système de santé publique que de la formulation de politiques cohérentes en matière de soins primaires et que des ressources humaines, que de la mobilisation et des ressources humaines appropriées, des ressources financières. Donc, ce sont autant d'enjeux qui nous préoccupent. Et pour en parler, quoi de mieux que des spécialistes et des experts en la question, en la matière. Donc, je commence par vous présenter M. Youssouf Limam de Mauritanie, qui est chef de service de santé de base du ministère de la Santé de son pays et qui est surtout expert en ressources humaines dans le domaine de la santé publique. À côté de lui, le deuxième conférencier sera Miwanda Lizoka, étudiant à l'ENAP. Parmi ses différents diplômes qu'il a, il a notamment un doctorat en théologie systématique de l'Université de Montréal et il est en train de rédiger son livre qui paraîtra très prochainement et qui a pour titre L'Église et le développement, perspectives d'avenir pour la gestion de la santé et de l'éducation en Afrique subsaharienne. À côté de lui, il y a Madame Renée Lamontagne, professeure associée à la prestigieuse ENAP, et qui avait une carrière antérieure dans le domaine des santé et des services sociaux, notamment en tant que ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, sans plus tarder, nous avons commencé par M. Youssouf Limam. Merci. Avant de commencer, je ne peux que remercier tout le Colufras, de son administration, de l'équipe de l'ENA que j'ai eu à contempler durant son passage à Praia. Je me réjouis d'être là, à l'ENA. Je viens de l'Afrique de l'Ouest, un peu loin. Voilà, je me suis dit, c'est à travers cette organisation, qui est son aspect culturel, qui a pu nous amener ici à partager avec vous notre système de santé, notre manière un peu de voir le système de santé, et surtout les soins de santé primaires, comment ça s'applique dans un pays en voie de développement tel que le nôtre. Pour ne pas prendre assez de temps, je vais essayer de vous présenter cette présentation. La Mauritanie est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est situé, il y a ses frontières, il y a le Maroc et l'Algérie, et de l'Ouest, il y a le Sénégal et le Mali. Donc c'est un pays un peu de brassage culturel entre l'Afrique noire et les Arabes. Donc la langue officielle, c'est l'arabe. C'est une colonie française. L'administration parle le français, c'est notre langue de travail. Il a une population de 3,5 millions, dont 52% de sexe féminin, 48% hommes. Le taux de natalité est de 4,6. Nous avons une population très jeune, dont l'âge inférieur à 15 ans représente presque 43%. L'espérance de vie est
chez les hommes est de 55 et chez les femmes est de 60 ans. Mais nous avons un vaste territoire qui est 1 080 000 km² pour une population de 3 500 000. Donc nous avons vraiment un territoire vaste qui constitue le Sahara. Ce qui explique que la couverture de soins posera un grand problème dans un pays où la superficie est énorme. Donc nous avons une couverture de 67% à un rayon de 0,5 km. Ce qui explique qu'à un rayon de 0,5 km, là où il y a une structure de santé qui peut offrir un paquet minimum d'activités, généralement on les appelle les postes de santé, sont dirigés par des infirmiers diplômés d'État qui ont un niveau de baccalauréat plus 3 années de formation dans une école de santé publique. Ce sont eux qui offrent des services à ce niveau. Donc, le niveau le plus bas s'arrête au niveau des postes de santé pour la couverture. L'organisation du système de santé, comme beaucoup de pays de l'Afrique, est de type pyramidal. Nous avons une administration centrale, nous avons des directions régionales qui coiffent un peu tout ce qui est politique de santé au niveau de la région. Nous avons des centres de santé qui se trouvent au niveau des muqata'a ou districts de santé, et nous avons des postes de santé qui se trouvent au niveau des localités et des communes. Donc c'est un système un peu pyramidal du niveau central. La direction régionale, c'est là où se trouvent les hôpitaux régionaux, les établissements de santé. Donc c'est un peu de type pyramidal. Le nombre de médecins, tout compris, médecins spécialistes, médecins généralistes, avec toutes les spécialités, nous avons 726 médecins. Nous avons 2230 infirmiers dans les différentes catégories, des infirmiers, que ce soit des infirmiers d'État ou infirmiers qui prodiguent les soins de premier niveau, et les sages-femmes. Les sages-femmes, ce sont des infirmières à spécialité obstétricale et d'orientation purement pour la prise en charge de l'obstétrique chez la femme dans la genèse de la grossesse. Et pour les autres personnels, c'est les personnels administratifs, les personnels de soutien, les personnels d'appui qui constituent une grande charge puisque nous sommes un pays en voie de développement et généralement c'est un trou où on en fait rentrer beaucoup de gens pour le pays et pour généralement le social peut-être. Comme ça a été déjà dit que les femmes représentent dans le corps médical et dans le corps des prestataires de soins, les hommes 48% et les femmes 52%. Et ça, c'est parmi les choses qui posent problème parce que nous avons un pays à un moment donné protecteur où les femmes, le fait de se déplacer sans être mariées ou avoir une adresse bien fixe pose un grand problème pour leur mobilité au niveau de l'intérieur de la Mauritanie. Donc généralement, pour mobiliser une femme à l'intérieur, ça pose un grand problème dans le temps, et surtout pour les sages-femmes qui ont une spécialité spécifique qui nous pose un grand problème. Nous avons une population jeune, mais malheureusement, la classe d'âge, nous avons une grande partie des professionnels de la santé qui se trouvent entre 40 et 50 ans, ce qui explique que nous avons une population jeune où la compétence pose problème, puisque la compétence se construit dans le temps. Donc, toute cette gamme de personnel risque de partir et peut poser de grands problèmes. Pour le troisième graphique, vous voyez que nous avons presque 80-75% des populations des prestataires de services se trouvent au niveau de Nouakchott et Nouadhibou. Nouakchott, c'est la capitale politique, comme on dit, et Nouadhibou, c'est la capitale économique. Ce sont les deux grandes capitales régionales où sont bien situées à côté de la plage, à côté de l'océan Atlantique, et où il y a tout ce qui est investissement et industrie et les établissements de santé et tout. Donc, c'est une opportunité. Donc, on a un grand problème pour mobiliser ce personnel au niveau des régions. Pour ce qui est des établissements de formation, nous avons une faculté de médecine et nous avons 5 écoles de santé. Et un peu l'histoire. On a eu en 2000, avec le problème de la réalité des ressources humaines spécialisées, on a créé un institut de spécialité médicale qui répond à des objectifs spécifiques. C'est répondre à compenser, compenser un peu le déficit ressenti au niveau des gynécologues, des pédiatres. Et cet institut a été créé avant la faculté. Ce qui peut être un peu particulier, c'est que c'est un institut qui a été créé au niveau de Nouakchott et qui forme les médecins généralistes pour une spécialité de gynécologie obstétricale et pour la pédiatrie. Et après l'anesthésie réelle, ce sont 3 spécialités qu'on a pu les faire au niveau de Nouakchott. Et ce sont eux qui ont pourvu
un peu les hôpitaux régionaux, puisque tous ces médecins qui ont été formés dans ce domaine ont été directement dans le contrat de formation, qu'ils partent directement servir au niveau des hôpitaux régionaux, ce qui a un peu contribué à améliorer l'accessibilité de la qualité de la prestation au niveau des hôpitaux régionaux, les gynécologues, les pédiatres et au niveau de... L'école de santé publique, jusqu'à 2012, on n'avait que 2 écoles. Une école au niveau de Nouakchott et une au niveau du centre-ville. Ces écoles sont chargées de la formation des infirmiers et des sages-femmes. C'est à partir de 2012 qu'il y a eu une nouvelle initiative du gouvernement pour un peu améliorer la production, en matière de personnel infirmier et sage-femme. Et on a créé 3 nouvelles écoles au niveau de l'intérieur pour rapprocher un peu ces établissements de formation de l'intérieur, puisqu'il y a le problème, comme j'avais dit au préalable, le problème des femmes, des filles, qui sont recrutées avec le baccalauréat quand ils fassent leur formation, pour les amener d'une région, de la capitale vers une région à l'intérieur, ça pose problème. Donc on a créé des écoles à l'intérieur pour qu'ils puissent être recrutés à l'école au niveau de ces régions et être affectés sans poser de problème d'affectation. Parfois, la technologie ne m'accompagne pas. Ça y est, c'est... C'est celui-là. Oui, mais il faut appuyer sur... On peut faire avec ça. Bon, pour les soins de santé primaire en Mauritanie, je vais un peu vous relater un peu l'historique. L'historique a commencé vers les années 83, au moment du lancement de l'initiative de Bamako. L'initiative de Bamako consiste à quoi? Consiste à mobiliser des médicaments génériques à des prix sociaux dans des structures de santé avec un mode de gestion particulier et participatif de la communauté. Ce type un peu d'amélioration de l'accessibilité des médicaments avec une recette pour la structure a été fait en 1983 pour les postes de santé et les centres de santé au niveau primaire. Ça a donné un impact très positif puisque la communauté a accompagné le processus puisqu'elle a trouvé des médicaments génériques à des prix sociaux et les professionnels de la santé ont tiré profit puisqu'ils ont, dans la gestion de ces recettes, ils ont 40% de bénéfices pour la motivation. Donc les enjeux étaient très clairs. Les professionnels de santé se sentent à l'aise puisque la recette, ils ont 40% de bénéfices comme motivation et la population en a tiré profit puisqu'elle trouve des médicaments à des prix sociaux à côté. Et de 1983 à 1998, le niveau primaire a atteint son top, comme on dit. Le niveau primaire a atteint son top puisque les structures ont marché et la population était satisfaisante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les hôpitaux régionaux ont chuté, puisque le système n'a pas été appliqué au niveau des hôpitaux régionaux, et ça a posé des problèmes au niveau de la référence. Et malheureusement, chez nous, en Afrique, comme on dit, la maturité n'est pas très sûre. Généralement, quand on marche dans un domaine, quand on veut faire autre chose, on laisse le premier et on part vers le deuxième. On a laissé le système de santé primaire, on s'est orienté vers le système hospitalier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la réforme hospitalière, il y a eu l'amélioration des hôpitaux avec les équipements, avec tout ce qu'il faut, et la transformation des hôpitaux régionaux en des établissements, mais le système de santé de base a chuté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de suite, puisque le gouvernement s'est orienté vers l'hospitalier et il a laissé le niveau de base. Il n'y a eu plus de suivi, il n'y a plus d'accompagnement, il y a eu rupture des médicaments, les conseils de gestion n'existent plus et ça a chuté. De 1998 à 2008, l'équipe dirigeante au niveau du ministère de la Santé était des médecins en majorité hospitaliers. Donc l'orientation de la politique était tout à fait orientée et focalisée vers le domaine hospitalier, vers les centres hospitaliers, vers les scanners, les IRM, ou tout ce qu'il faut comme équipement, et on a laissé complètement les postes et les centres de santé. C'est à partir de 2010 que les gens ont compris qu'ils ont fait beaucoup d'investissements, et ça coûte cher, les hôpitaux, les équipements, et que l'impact en matière de résultats était quasiment nul. La population demande,
le besoin n'est pas résolu, donc il y a lieu de penser autrement. Et c'est pour ça qu'ils ont pensé à mettre en place un document de politique pour 2012-2020 qui prend en considération les soins de santé de base, en premier lieu, et dans lequel ils ont mis en place la stratégie nationale de santé communautaire, qui a été un document de base et d'orientation, et qui cadre un peu les actes à mener au niveau communautaire. En 2012, la même année, le gouvernement a remarqué que la situation des OMD, les OMD, ce sont les objectifs du millénaire pour le développement, en matière de réduction de mortalité maternelle et infantile, la Mauritanie se trouve dans un état un peu alarmant. Et lorsque le problème a été posé au plus haut niveau du gouvernement, au niveau de la présidente de la République, par l'équipe des Nations Unies, puisque lui, il pensait qu'il a beaucoup investi dans le domaine hospitalier, il pensait que le problème est régulier et il n'a pas eu de solution, il a demandé à ce qu'il y ait un comité de réflexion pour voir comment régler ce problème. Et un comité de réflexion a été mis au niveau du ministère de la Santé. Il a créé une cellule sectorielle de coordination pour l'accélération des OMD santé. Cette cellule, elle est rattachée au cabinet du ministre et elle a travaillé uniquement sur les OMD qui posent problème, la mortalité maternelle et infantile. Donc, après, lorsque le contexte a été, il y a une explication un peu de la situation un peu des OMD, on a fait ressortir que le problème de la santé n'est pas un problème de soins. Il n'est pas un problème de professionnels de santé. C'est un problème aussi complexe et c'est un problème de développement. Et quand on veut travailler au niveau de la santé, il faut penser à un problème de développement plus global que penser à un problème de soins, de médecins ou d'infirmiers ou de prestataires de services. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la santé et quand on reste un peu accaparé par le département de la santé et sa vision, on risque de passer à côté. Donc c'est pour ça qu'il y a lieu un peu de lever un peu le niveau de conscience et le niveau de participation à un niveau plus global. Quand on voit un peu les indicateurs de santé, on voit que il y a beaucoup de facteurs. Le problème de l'eau n'est pas au niveau de la santé, le problème de l'hygiène n'est pas au niveau de la santé, le problème de l'éducation, ce n'est pas au niveau de la santé, le problème de l'environnement, ce n'est pas au niveau de la santé. Donc il y a beaucoup de facteurs qui influencent les indicateurs de santé et qui ne sont pas l'apanage ou de la gouvernance du département de la santé. Donc il y a lieu un peu d'élargir un peu le... Donc voilà un peu la situation. En 1990, la Mauritanie s'est engagée dans le cadre des OMD de réduire de 2/3 les OMD, surtout pour celui de la réduction de la mortalité infantile et la même chose pour la mortalité maternelle. Et on s'est trouvé actuellement, jusqu'à 2011, que la situation est aggravante. Nous sommes à 114 pour 100 000 en 2011 dans la dernière enquête et pour les femmes, pour la mortalité maternelle, nous sommes à 626 pour 100 000 nouveau-nés, ce qui est grave. Donc, dans cette situation, on s'est dit que nous, on ne peut pas atteindre, en 2015, cet objectif. Mais on peut lancer le jalon, on peut lancer un peu des directives ou des actions qui peuvent sûrement, quand on les suit, peuvent nous amener à se rapprocher de l'atteinte de l'objectif. La première des choses, c'est qu'on a essayé de travailler sur la situation de 90 à 2010. On a remarqué que quand on continue de la même manière par laquelle on travaillait au préalable, on risquera de venir à l'atteinte des OMD en 2042. Ce qui explique qu'il faut changer le paradigme sur lequel on travaille. La même chose pour la mortalité infantile et la même chose pour la mortalité maternelle. Donc, on s'est posé la question de quoi meurent les enfants. On a remarqué que les enfants meurent en grande partie par des affections et des problèmes qui se trouvent au niveau des premières semaines de vie et des problèmes qui peuvent être retenus, qui peuvent être prévenus par la prévention et par la promotion au niveau des ménages et au niveau des communes.
Et dans les études encore, on montrait que les enfants ne meurent pas dans les structures de santé, puisque quand on a fait les enquêtes, quand on regarde les enquêtes au niveau des structures de santé, des centres et des hôpitaux, on a remarqué que les données statistiques qui rentrent dans le système national d'information sanitaire ne reflètent pas le taux de mortalité. Alors que quand on fait les enquêtes, on remarque qu'il y a beaucoup de décès. Donc, les enfants meurent au niveau des ménages ou entre le circuit des ménages et la structure de santé. Donc, ce qu'il y a lieu, si on veut faire un travail, il y a lieu de travailler au niveau de la communauté et pas uniquement au niveau de la structure de santé. C'est pour ça qu'on a développé la stratégie, les axes d'intervention. Les axes d'intervention, on a travaillé sur les ressources humaines en premier lieu. On est parti du principe que nous, on ne peut pas produire ou, dans un temps limite, d'avoir des spécialistes pour combler les déficits. On a travaillé sur le transfert de compétences. On a essayé de voir les problèmes qui posent problème et qui peuvent contribuer à la mortalité des enfants, de travailler là-dessus. On connaît les grands problèmes qui peuvent être à l'origine de la mortalité des enfants. Et on a développé un programme qui s'appelle la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Et c'est un module, ce sont des modules de formation qu'on fait pour une durée bien déterminée, de 21 jours ou 22 jours, qu'on peut faire pour les médecins, qu'on peut faire pour les infirmiers généralistes, et qui peut avoir une compétence de prise en charge de l'infirmier sans toutefois recours à un pédiatre. Donc on a compensé un peu, on a travaillé sur le transfert de compétences pour la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant et pour les soins obstétricaux d'urgence pour les femmes, pour les infirmiers, pour les médecins, pour la prise en charge des accouchements et les problèmes généralement de l'accouchement. Puisque vous avez vu dans la présentation que nous avons 67% de couverture, donc nous avons 32 ou 33% qui ne sont pas couverts. Donc il y a lieu de penser à l'accessibilité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a payé des motos à 4 roues pour les infirmiers sur de poste pour faire les activités avancées et mobiles, pour pouvoir non seulement toucher les populations qui sont à une aire supérieure à 5 km pour amener des soins à ces localités. Et on a mis en place le forfait obstétrical. Le forfait obstétrical consiste à ce que dès que la femme tombe en état de grossesse, dans sa première consultation prénatale, elle a un forfait de données qui est très minime et qui lui permet de la prise en charge de toute la genèse de la grossesse jusqu'à son accouchement, quelles que soient les circonstances. Même s'il faut une césarienne, il est pris en charge dans ce coup. Et ce qui a mobilisé la population à venir de plus vers les structures de santé pour le suivi. Pour la stratégie nationale, donc ça c'est au niveau des structures de santé. Au niveau communautaire, on a travaillé sur la mise en place des agents de santé communautaires et les relais communautaires. Les agents de santé communautaire, on a dit que chaque localité supérieure à 300 à 400 habitants a droit à avoir un agent de santé communautaire. Et comment l'agent de santé communautaire bénéficie d'une formation de 45 jours sur la prévention et sur la promotion et sur la référence. Ce qui peut déceler les problèmes de santé majeurs et qui peut les orienter à temps. Il peut donner des conseils orientés, avoir un registre de suivi des communautés dans lesquelles il se trouve. Au niveau des localités inférieures, on a mis des relais communautaires qui sont en liaison avec l'agent de santé communautaire. L'agent de santé communautaire, un ensemble d'agents, 4 ou 5 agents qui sont dans des localités qui sont dans les circonscriptions d'une aire de poste de santé, sont couverts par la supervision du poste de l'infirmier chef de poste. Et on a mis en place des conseils. Comment on prend ces agents de santé communautaire? J'ai eu la chance récemment de faire moi-même la visite chez les localités pour le recrutement de ces agents de santé. Et je suis venu dans une période un peu d'effervescence politique, au moment où les gens sont en train de mettre en place les municipalités. Et le gouverneur, comme on appelle chez nous, on l'appelle le wali, m'avait dit, mais attention, tu rentres dans un terrain fragile et tu es en train de recruter un agent de santé communautaire. Il faut faire attention. Je lui ai dit que si on communique bien avec la population, elle n'est pas bête. Ils vont choisir ce qu'il faut. Mais le problème, c'est un problème de communication. Et effectivement, lorsqu'on était rentré, je suis venu vers le chef de village. Il m'appelle toutes les parties prenantes existantes au niveau de la localité. On se met ensemble. Je leur explique ce qu'on attend de cet agent de santé communautaire, quel est son profil, la durée de formation qu'il doit faire. Et le profil, c'est la crédibilité qu'il doit être accepté par nous, il doit être apolitique, et il doit être d'un âge supérieur à 25 ans. Et on préfère qu'elle soit une femme puisque les femmes sont plus stables. Et surtout pour le problème des femmes, le problème de la grossesse, ils sont plus faciles d'accompagner et de communiquer plus avec les femmes que les hommes. Et on a eu la chance de recruter ces agents de santé de communautaire sans qu'il y ait de... Une seule fois, dans une réunion, l'un des policiers a dit on ne peut pas prendre une décision ensemble, il faut qu'on se retire. J'ai compris qu'ils veulent se retirer, et ils se sont retirés, mais ils ont venu avec le consentement sur une personne et qui a pu marcher. Ce qui explique quoi?
que nous avons un défi dans la mise en place des systèmes de santé. Nous avons un défi par l'administration elle-même du système de santé. Notre administration est une administration de commandement. C'est une administration directive. C'est une administration qui détient le pouvoir et que les citoyens doivent subir. Donc si on continue de la même manière par laquelle nos administrations gèrent le système de santé, on n'arrivera pas à atteindre. Donc c'est un défi de changement. Au niveau du financement, le financement de la communauté ne contribue pas au financement de la santé, et avec la crise économique, il y a lieu de penser à d'autres moyens de financement du système de santé que la situation actuelle. Et la participation communautaire, les gens sont laissés dans l'inertie. Peut-être c'est accepté parce que parfois, on se sent à l'aise quand on a une population qui ne comprend pas et qui subit notre action et que nous détenons le pouvoir. Nous détenons le pouvoir du savoir, nous détenons le pouvoir économique au niveau des centres de santé, au niveau des postes de santé, et on fait subir les citoyens. Donc ce sont nous les professionnels de santé, ce sont nous les acteurs de la santé, ce sont nous les administrateurs au niveau de tous les niveaux du système de santé qui créons ce problème, et quand on ne change pas, on aura des problèmes. Et c'est pour ça que j'ai mis dans la deuxième partie verte du slide qu'il y a des opportunités de changement quand on change le paradigme. C'est-à-dire quand nos administrateurs de santé deviennent des promoteurs de développement de la santé. Ils comprennent qu'ils sont là pour promouvoir la santé et que la santé n'est pas uniquement un problème de soins et qu'ils doivent contribuer à ce que les citoyens lui-même deviennent acteurs. Et il ne devient plus un participant, il devient acteur du système de santé. Et que le financement, et qu'il contribue au plaidoyer pour que le financement peut être venu non seulement du gouvernement, mais de la communauté elle-même, puisque quand les gens sont conscients que nous sommes en train de travailler pour eux, ils pourront contribuer et ils pourront nous accompagner dans la mise en œuvre de nos politiques de santé. Je vous remercie.